Au cours de l'épisode précédent, nous vous avons exposé les pouvoirs, les compétences et les organes de deux régions, la région wallonne et la région flamande, et aussi des trois communautés, la communauté française, la communauté flamande et la communauté germanophone. Mais vous le savez, le sort et le statut de la région de Bruxelles ont été très longtemps une source de conflits entre flamands et francophones. Pendant des décennies, ils n'étaient pas d'accord sur la région bruxelloise, ni sur ses limites, ni sur ses compétences, ni sur ses organes de pouvoir. Les Flamands refusaient qu'on agrandisse le territoire de la région bruxelloise, car cela aurait signifié un empiètement sur le territoire flamand. Les francophones, eux, refusaient de donner aux quelques 20% de Flamands de Bruxelles une représentation moitié-moitié dans les organes du pouvoir bruxellois, car pour les francophones, il fallait respecter tout simplement la loi de la proportion, un électeur, une voix. Or, les Flamands estimaient avoir droit à la parité à Bruxelles, capitale nationale, car les Flamands avaient concédé aux francophones minoritaires dans le pays la parité linguistique au gouvernement national et aussi cette fameuse sonnette d'alarme. La question du sort de la région bruxelloise a empoisonné longtemps l'atmosphère politique en Belgique. Mais finalement, en 1988 et 1989, une solution a pu être enfin acceptée par les Flamands et par les francophones. La réforme constitutionnelle de 1988 et la loi du 12 janvier 1989 ont enfin organisé la région bruxelloise, appelée dorénavant Région de Bruxelles-Capitale. Tout comme celui des deux autres régions, le territoire de la région de Bruxelles-Capitale est maintenant fixé par la loi. Il s'agit des 19 communes de l'agglomération bruxelloise. Donc attention, les communes à facilité de la périphérie bruxelloise appartiennent bien à la région flamande et pas à la région de Bruxelles-Capitale. La région de Bruxelles-Capitale dispose, comme les deux autres régions, de ses propres organes de pouvoir. Une assemblée élue, un parlement régional, si vous voulez, et un exécutif, un gouvernement régional, responsable devant cette assemblée. Eh bien, l'assemblée, c'est le conseil de la région de Bruxelles-Capitale. Conseil qui comprend 75 membres. Leur particularité par rapport aux membres des autres conseils régionaux, c'est qu'ils sont élus directement par les électeurs des 19 communes de la région. J'imagine la question. Pour combien de temps sont-ils élus? C'est facile à retenir. 75 membres pour une durée de 5 ans. Il y a donc eu une élection spéciale de Bruxelles-Capitale le 18 juin 1989. Autre particularité, et je le répète encore une fois, de la région de Bruxelles-Capitale, aucune liste bilingue de candidats à cette élection. Les membres francophones sont donc élus sur des listes francophones et les membres flamands sur des listes flamandes. Conséquence logique, les membres du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale se répartissent en deux groupes linguistiques, le groupe francophone et le groupe néerlandophone, selon les listes sur lesquelles ils ont été élus. Cette répartition linguistique est évidemment le reflet de la différence d'approche entre flamands et francophones à Bruxelles. Mais c'est aussi une manière de donner des garanties à la minorité flamande de Bruxelles. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule. Vous vous souvenez de la fameuse procédure de la sonnette d'alarme qui protège le groupe linguistique le moins nombreux. Nous vous en avons parlé dans un épisode précédent.
Elle s'applique à la Chambre ou au Sénat. Eh bien, cette procédure, elle peut également être utilisée au Conseil de la région de Bruxelles-Capitale, par 3/4 des membres d'un groupe linguistique. De plus, la loi garantit au groupe linguistique le moins nombreux, dans le cas présent au groupe flamand, une présence minimale dans toutes les instances de pouvoir de la région. Les 75 membres de ce Conseil de la région de Bruxelles-Capitale élisent parmi les membres de l'Assemblée les 5 membres de l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale. Oui, le président mis à part, l'exécutif est composé de 2 membres du groupe linguistique français et 2 membres du groupe linguistique néerlandais. Pour présenter une liste de candidats à l'exécutif, il faut réunir à la fois la majorité absolue des membres du Conseil et la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Et cet exécutif de 5 membres va à son tour proposer au Conseil les noms de 3 secrétaires d'État régionaux. Un de ces 3 secrétaires d'État au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Les secrétaires d'État sont responsables devant le Conseil, mais ne sont pas membres de l'exécutif. Chaque secrétaire d'État est adjoint à un membre de l'exécutif du même groupe linguistique que lui. Le Conseil de la région de Bruxelles-Capitale règle par des ordonnances et pour le territoire des 19 communes les matières qui sont de la compétence des régions. Vous avez bien entendu, j'ai dit ordonnance et non pas décret, comme pour les conseils des 2 autres régions. Il y a là une différence qui n'est pas seulement terminologique et qui tient au statut un peu à part de la région de Bruxelles-Capitale. Mais nous verrons tout cela tout à l'heure. Pour ces mêmes matières régionales, l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale prendra, lui, des arrêtés de l'exécutif. Attention, autre particularité de la région de Bruxelles-Capitale, le pouvoir national y garde un droit de regard. Comme Bruxelles est capitale nationale et européenne, et aussi un grand centre international, le gouvernement national peut suspendre par arrêté royal les ordonnances et arrêtés de l'exécutif concernant l'urbanisme, l'aménagement du territoire, les routes et les transports. Le gouvernement national peut aussi prendre lui-même des initiatives concernant la région bruxelloise dans ces différents domaines. Encore une particularité de la région Bruxelles-Capitale. En plus des attributions régionales, les mêmes que pour la région wallonne et la région flamande, les organes de la région de Bruxelles-Capitale exercent aussi les attributions de l'agglomération bruxelloise. Vous vous rappelez que l'agglomération avait été créée en 1971 ? Eh bien, les organes de l'agglomération bruxelloise ont été supprimés et leurs attributions sont reprises par ceux de la région. Il s'agit de l'organisation des services d'incendie et de secours, du ramassage et du traitement des immondices et de certains pouvoirs en matière de transport public, d'urbanisme, etc. Dernière originalité de la région de Bruxelles-Capitale, et non la moindre, elle peut exercer certaines compétences communautaires. Ça vous étonne, sans doute, mais vous allez comprendre. Vous savez maintenant que le pouvoir de la région s'étend à un territoire et le pouvoir de la communauté à des personnes. En principe, donc, les matières communautaires, c'est-à-dire l'enseignement, la culture et les matières sociales dites personnalisables, sont de la compétence de la communauté française pour les Bruxellois francophones. Ces mêmes matières communautaires dépendent de la communauté flamande pour les Bruxellois flamands. Mais pour la région de Bruxelles-Capitale, comme on dit à Bruxelles, c'est un peu spécial. Le pouvoir régional peut, dans certaines conditions, exercer des compétences communautaires. Eh oui, il y a même, pour exercer ces attributions, en principe non pas régionales mais communautaires, 3 organes spécifiquement bruxellois. La Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune. Alors, la Commission communautaire française, c'est tout simplement le groupe linguistique français du Conseil de la région, avec un collège exécutif composé des 2 membres francophones de l'exécutif de la région. De quoi s'occupe cette commission ?
Tout d'abord, elle s'occupe, comme pouvoir organisateur, de l'enseignement, des matières culturelles, des matières sociales ou personnalisables, maintenant vous savez ce que c'est, et pour qui? Pour les francophones de la région de Bruxelles et les institutions locales qui leur sont propres. La Commission communautaire française peut aussi, dans les mêmes limites, exercer d'autres compétences communautaires qui lui seraient déléguées par la communauté française. La Commission communautaire flamande, c'est tout simplement le groupe linguistique néerlandophone du Conseil de la région, avec un collège exécutif comprenant les 2 membres néerlandophones de l'exécutif de la région. La Commission communautaire flamande a les mêmes attributions que la Commission communautaire française, évidemment pour les Flamands de la région bruxelloise et les institutions qui leur sont propres. Mais il y a, vous vous en doutez, des questions et des institutions pour lesquelles il est difficile de faire la différence entre bruxellois francophones et bruxellois flamands. Prenons l'exemple des hôpitaux, des CPAS de la région de Bruxelles-Capitale. Pour ces matières communautaires qui ne sont pas spécifiques, l'organe compétent, c'est la Commission communautaire commune. Cette commission qui comprend l'Assemblée réunie, composée des 2 groupes linguistiques du Conseil, et comme exécutif, le Collège réuni, composé des 2 membres francophones et néerlandophones de l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale, présidé, mais uniquement avec voix consultative, par le président de l'exécutif bruxellois. Dans ces domaines, la Commission communautaire commune prend des ordonnances qui ont exactement la même valeur que celle du Conseil, ce qui est tout à fait normal puisqu'il s'agit des mêmes personnes. C'est aussi cette commission communautaire commune qui gère les matières et les institutions culturelles et d'enseignement qui sont d'intérêt commun à Bruxelles. Je pense par exemple au musée de la Maison d'Erasme ou au musée d'Ixelles. Mais en revanche, le pouvoir national garde la responsabilité des institutions culturelles à caractère national. Par exemple, la Bibliothèque royale, le Palais des Beaux-Arts, les musées royaux d'art et d'histoire du cinquantenaire ou les instituts de recherche nationaux. Voilà donc le statut de la région de Bruxelles-Capitale, un statut un peu plus complexe que celui des 2 autres régions et un équilibre sourcilleux entre francophones et flamands. Mais il fallait apaiser la crainte des Flamands d'être mis en minorité dans une région qui, selon eux, leur appartient autant qu'aux francophones, bien qu'ils soient moins nombreux à y habiter. Mais je vous ai parlé tout à l'heure des décisions du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et je vous ai dit qu'on les appelait des ordonnances, alors que les décisions des autres conseils de région ou de communauté s'appellent des décrets. Le moment est venu, je crois, d'expliquer la différence entre ces 2 mots, décret ou ordonnance. Mais d'abord, bien sûr, de clarifier ce que c'est exactement qu'un décret ou une ordonnance. C'est ici qu'on les publie, nous allons voir de plus près. Vous le savez maintenant, les conseils, c'est-à-dire les assemblées délibérantes des régions et des communautés, votent dans les matières qui sont de leur compétence des décrets. Mais pour la région de Bruxelles-Capitale, cela s'appelle ordonnance. La petite différence entre une ordonnance du Conseil de la région de Bruxelles-Capitale et un décret d'un autre conseil, c'est que dans certaines matières, les juges et les tribunaux peuvent refuser d'appliquer une ordonnance. Ils ne peuvent pas refuser, en revanche, d'appliquer un décret. Le décret, ou l'ordonnance, a force de loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'un décret, ou une ordonnance, peut compléter, modifier, remplacer ou même annuler une loi en vigueur, à condition, bien entendu, que cette loi traite d'une matière qui est de la compétence du Conseil qui a pris le décret ou l'ordonnance. Mais bien sûr, le décret ou l'ordonnance n'a pas la même portée qu'une loi. Il n'est pas en vigueur sur le même territoire et il ne s'applique pas aux mêmes personnes ou institutions. Un exemple. Le décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 réglemente le traitement des déchets industriels et domestiques. Eh bien, ce décret a force obligatoire pour toutes les entreprises et tous les habitants, mais exclusivement sur le territoire de la région wallonne. Autre exemple,
Un décret pris par le Vlaamseraad dans une des matières communautaires sera d'application sur le territoire de la région de langue néerlandaise. Mais il s'appliquera aussi à des institutions établies dans la région de Bruxelles-Capitale. Des institutions qui, par leurs activités ou leur organisation, appartiennent exclusivement à la communauté flamande. Par exemple, les écoles flamandes, mais aussi l'ancienne Belgique ou le théâtre royal flamand. Vous le savez, le Conseil de la communauté française et le Vlaamseraad peuvent aussi voter des décrets en matière d'emploi des langues. Mais ces décrets-là ne sont pas d'application dans la région de Bruxelles-Capitale, ni dans les communes à facilité, ni pour certains services ou institutions multilingues par nature. Par exemple, l'aéroport de Bruxelles National. Dans ces cas-là, c'est l'État qui conserve le pouvoir de décision en matière d'emploi des langues. Il reste qu'un État fédéral est confronté à deux types de problèmes spécifiques qu'on ne rencontre pas dans un État unitaire. D'abord, des conflits de compétences ou d'intérêts peuvent surgir entre les différentes composantes de l'État fédéral. Ensuite, le problème du financement de ces composantes se pose d'une manière particulière. Dans un État fédéral, des conflits de pouvoir sont inévitables entre les différentes collectivités fédérales ou entre l'État et l'une de ces collectivités. Vous l'avez remarqué, je pense, les règles sont parfois complexes et subtiles. Il était donc normal d'imaginer un système d'arbitrage des conflits et un organe qui puisse les trancher. Pour trancher les conflits entre une loi et un décret ou une ordonnance, ou entre deux décrets, ou entre un décret et une ordonnance, ou mieux encore pour arbitrer tous ces conflits, il y a une cour d'arbitrage. La cour, het Hof, der Hof. La cour d'arbitrage est une juridiction de haut niveau, composée paritairement de 6 juges néerlandophones et de 6 juges francophones. Ces juges sont des juristes professionnels, mais aussi, pour certains d'entre eux, d'anciens représentants politiques. Ils sont tous désignés à vie par le roi, c'est-à-dire par le gouvernement national, sur une liste double de candidats présentée par le Sénat. La Cour d'arbitrage peut annuler ou suspendre un décret, une ordonnance ou même une loi, si elle estime que ces dispositions sont en contradiction avec une loi, un autre décret ou une autre ordonnance. La Cour d'arbitrage veille surtout à faire respecter les règles essentielles de la Constitution, sans lesquelles le système fédéral ne peut pas fonctionner. La Cour d'arbitrage fait donc respecter les règles de distribution du pouvoir entre l'État, les régions et les communautés. Pour cela, la Cour doit arbitrer ce que l'on appelle les conflits de compétences entre les différents pouvoirs. Dans quel cas la Cour d'arbitrage va-t-elle intervenir? Eh bien, imaginons que le Vlaamseraad adopte un décret concernant l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles National. Le gouvernement national demandera à la Cour d'arbitrage d'annuler ce décret pour excès de compétences, car le Vlaamseraad est compétent pour l'exploitation des aéroports publics en région flamande, mais pas, justement, pour Bruxelles National. Ou encore, imaginons que le Parlement national adopte une loi fixant des dates d'ouverture et de fermeture de la saison de chasse au gibier d'eau. Eh bien, l'exécutif flamand et l'exécutif régional wallon, et même l'exécutif de la région de Bruxelles-Capitale, pourront demander à la Cour d'arbitrage d'annuler cette loi, car la chasse fait partie des compétences exclusives des régions. Mais la Cour d'arbitrage a aussi un rôle très important envers le citoyen. Elle est un recours personnel pour ceux qui s'estiment victimes d'un abus d'une autorité fédérale. La Cour d'arbitrage veillera particulièrement à la protection des droits constitutionnels des citoyens, à l'égalité des citoyens devant la loi, à la garantie des droits des minorités idéologiques et philosophiques,
et au droit à l'enseignement de son choix. La Constitution garantit aux parents le droit et la possibilité matérielle de choisir soit une école officielle, soit une école libre pour leurs enfants, quel que soit l'endroit où ils habitent. De même, la Constitution oblige chaque communauté à organiser un enseignement officiel neutre et à offrir dans ces écoles le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. En vertu de ces principes, vous-même, simple citoyen, vous pouvez demander à la Cour d'arbitrage l'annulation d'un décret ou même d'une loi. Si par exemple vous êtes parent d'élèves et que vous considérez qu'un décret du Conseil de la communauté française porte atteinte à votre liberté de choisir une école officielle ou une école libre, eh bien vous pouvez demander l'annulation de ce décret à la Cour d'arbitrage. C'est une possibilité dont peu de citoyens de par le monde peuvent disposer. La Cour d'arbitrage est donc l'institution qui veille à ce que le jeu fédéral soit joué loyalement et en respectant les droits des citoyens. Mais tous les conflits de compétences ou d'intérêts entre différents niveaux de pouvoir, national ou fédéré, ne vont pas nécessairement aboutir à la Cour d'arbitrage. D'abord, vous le savez, mieux vaut prévenir que guérir, et il est souvent possible d'empêcher un conflit de compétences. Quand il y a des craintes d'un des pouvoirs fédéraux par rapport à un projet d'un autre pouvoir, ce projet peut être soumis au comité de concertation entre le gouvernement et les exécutifs. Ce comité de concertation est paritaire du point de vue linguistique. Et il comprend en nombre égal des membres du gouvernement national et des membres des 4 exécutifs les plus importants. Exécutif flamand, exécutif régional wallon, exécutif de la communauté française et exécutif de la région de Bruxelles-Capitale. Le président de l'exécutif germanophone y siège avec voix délibérative lorsqu'il est question d'une matière qui concerne la communauté germanophone. Ce comité de concertation ne peut prendre de décision qu'à l'unanimité. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, la procédure normale reprend son cours, comme si aucun recours n'avait été introduit. On a évidemment prévu une coordination, une coopération, une association, ou à tout le moins un échange d'informations entre le pouvoir national et les différentes collectivités fédérales. Vous comprenez bien que, par exemple, les exécutifs régionaux doivent se concerter sur les forêts situées sur le territoire de 2 régions. Dans certains cas, les régions doivent même conclure entre elles des accords de coopération. Par exemple, la route Pecq-Armentières. Elle commence en région wallonne, dans l'enclave de Comines, et se poursuit en région flamande pour se terminer à nouveau en région wallonne, près de Moucron. Pendant très longtemps, les travaux ont été suspendus pour la partie de la route située en région flamande, de Wervik à Rechem. La région wallonne a répliqué en bloquant les travaux de l'autoroute A17. C'est une belle illustration de la nécessité de conclure des accords de coopération entre régions. Les communautés, elles aussi, sont tenues de conclure des accords de coopération, notamment pour l'École nationale de navigation à Ostende et Anvers. Et l'État central peut lui-même être amené à conclure des accords de coopération avec les régions. Ce n'est qu'ainsi que le système fédéral peut fonctionner. Mais encore faut-il lui en donner les moyens. Alors, si vous le voulez bien, parlons un peu d'argent. Les lois de 1988 et 1989 ont considérablement modifié la répartition des ressources financières entre l'État et les collectivités fédérales. Jusqu'alors, les régions et les communautés géraient à peu près 8% du budget de la Belgique. Désormais, ce sont 30% du budget de la Belgique qui sont administrés par les régions et par les communautés. Et cela représente, pour 1989, une somme de 649 milliards. Sur les 649 milliards attribués aux régions et aux communautés, c'est la communauté flamande qui reçoit la plus grosse part du gâteau. Pour ces attributions communautaires, la communauté flamande reçoit 219 milliards. La communauté française reçoit 169 milliards. Pour ces attributions régionales, donc pour la région flamande, la communauté flamande reçoit
134 milliards. Et la région wallonne reçoit 95 milliards. Et la région de Bruxelles-Capitale, 32 milliards. Les régions et les communautés peuvent aussi avoir leur propre magot, c'est-à-dire leurs propres moyens financiers. Mais pour cela, elles doivent évidemment respecter le cadre de l'Union économique et monétaire de la Belgique et les règles européennes. D'abord, les régions et les communautés pourront faire des emprunts. Elles recevront aussi une partie des recettes de l'impôt sur les revenus, en rapport avec leurs besoins. Et puis, elles disposeront de recettes non fiscales. Voyons d'abord de quels moyens spécifiques disposent les trois régions. Eh bien, en plus de leur part des recettes de l'impôt sur le revenu, les régions peuvent, à partir de 1992, lever des centimes additionnels sur ce même impôt sur le revenu, comme les communes et les provinces le font. Il y a mieux. À partir de 1994, les régions peuvent même, si les caisses sont pleines, accorder des remises sur l'impôt sur le revenu. Mais le gouvernement national pourra intervenir pour empêcher de trop grands écarts entre régions et pour préserver l'union économique et monétaire de la Belgique. En plus, les régions disposent des taxes sur les jeux et les paris, sur les machines à sous et sur les débits de boissons alcoolisées, des droits de succession, du précompte immobilier, des droits d'enregistrement sur les immeubles et enfin de la taxe de circulation automobile. Les régions disposent aussi de recettes non fiscales, comme par exemple les permis de pêche ou les coupes de bois. Les communautés maintenant. Eh bien, les communautés reçoivent elles aussi une partie de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et pour financer les dépenses d'enseignement, les communautés perçoivent une partie des recettes nationales de la TVA. Mais les communautés, elles, ne peuvent pas lever de centimes additionnels sur l'impôt des personnes physiques. En plus, la redevance radio-télévision est désormais en partie un impôt communautaire et les communautés perçoivent elles aussi des recettes non fiscales, comme par exemple les tickets d'entrée dans les musées. Mais rassurez-vous, dans la répartition des richesses, il y a quand même toujours une certaine solidarité nationale. Ainsi, les régions pauvres, entre guillemets, recevront une compensation du pouvoir central si la recette fiscale moyenne par habitant dans la région est inférieure à la moyenne nationale. De même, pour les communautés, les moyens financiers destinés à l'enseignement ne sont pas calculés en fonction des ressources de chaque communauté, mais en fonction du nombre d'élèves dans chaque communauté. Et dans la région de Bruxelles-Capitale, les dépenses de la commission communautaire commune pour les matières bicommunautaires seront financées par une dotation de l'État. Voilà, nous venons donc de brosser un tableau des organes, des compétences et des moyens financiers des entités fédérées au sein de l'État belge après les révisions constitutionnelles de 1971, 1980 et 1988-89. Un système tout à fait original, puisqu'il comprend deux niveaux de pouvoir fédérés, la région et la communauté. Chacun de ces niveaux correspond aux aspirations d'une partie de la population belge. Un nouveau visage a ainsi été donné à la Belgique. Elle ne ressemble plus du tout à la Belgique de 1830, ni même à celle de 1970. Alors, n'y aura-t-il plus de conflit entre flamands et francophones? La répartition des compétences entre les régions et les communautés est-elle définitive? Eh bien, on ne peut l'affirmer. Il subsiste des zones de turbulence et des différences d'appréciation. De plus, on ne peut pas plaquer le fédéralisme sur un État unitaire sans modifier cet État lui-même. Il faudra donc encore réformer l'État central pour l'adapter au fédéralisme. Bref, il y a encore du pain sur la planche. Mais quoi qu'il en soit, wallons, flamands et bruxellois, les néerlandophones et les francophones de Belgique sont maintenant maîtres de leur destin propre dans un grand nombre de domaines. C'est à l'usage qu'on jugera ce système et qu'on verra si les Belges restent décidés à vivre ensemble dans le cadre de l'État fédéral et à coopérer pour faire de ce pays un lieu où il fait bon vivre, au centre d'une Europe solidaire.